Victime, sauveur, persécuteur. Vous jouez peut-être à ce petit jeu sans le savoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ce triangle invisible empoisonne nos relations, aussi bien professionnelles que personnelles, et surtout on va voir comment s'en sortir. Le triangle dramatique se positionne sur les relations dysfonctionnelles, manipulatoires et les jeux psychologiques. Il a été un peu qualifié comme l'E est égal à MC2 de la gestion de conflits. Vu que les conflits relationnels au travail peuvent générer énormément de stress, de démotivation, de désengagement, il me semblait indispensable aujourd'hui pour moi de faire un vrai focus sur ce fameux triangle pour que vous puissiez prendre conscience de vos propres rôles, de pouvoir identifier aussi les personnes ou les situations dans lesquelles nous tombons dans ce triangle et bien sûr de pouvoir en sortir pour mieux vivre le conflit et entretenir des relations plus harmonieuses avec votre entourage professionnel. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé des petits slides parce que je me suis dit, mais moi à la base, je suis quand même formatrice et j'aime les PowerPoint. Donc je change un petit peu le format d'habitude et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Les relations toxiques au travail à travers le triangle de Karpman. C'est un peu comme ça que, j'ai introduit le sujet. Vous voyez qu'il y a trois rôles principaux, le sauveur, la victime et le bourreau. On va avoir l'occasion de les détailler. Alors d'où ça vient ? Cet outil de compréhension, de lecture a été développé par un certain Stephen Karpman, qui est un médecin psychiatre américain, qui a créé cet outil en 1968, dans les années 70, sur la base des outils de l'analyse transactionnelle. Alors vous allez voir qu'en fait ces différents rôles, ils sont revêtus aussi bien par la société que par un groupe de personnes, que par une personne en particulier, ou parfois de soi à soi-même. Ce sont des mécanismes qui sont adoptés à l'origine pour faire face à une situation réelle. Et souvent, ils viennent combler un manque et une faiblesse. Le problème, c'est quand cette façon de faire devient exagérée et extrême et que cela rend les comportements vraiment inadéquats, voire manipulateurs. Je précise bien dès le début que ces jeux psychologiques sont inconscients. Jusqu'au jour où, bien sûr, j'en prends conscience. Et c'est le but de cette vidéo. Mais je veux vraiment que vous gardiez à l'esprit que l'autre ne le fait pas exprès d'être comme il est, car vous aussi, vous jouez à ces jeux psychologiques. Et quand vous êtes dans ce jeu-là, eh bien, vous non plus, vous ne vous rendez pas forcément compte, jusque-là en tout cas, que vous étiez dans un de ces rôles. Donc, nous allons aborder ce sujet avec beaucoup de bienveillance, envers soi-même, mais aussi envers les autres et les situations, se remettre en question comme on a l'habitude de faire en coaching, non pas pour se juger, mais pour grandir et pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, agréable, paisible. Alors c'est parti. Alors commençons par le rôle de la victime. La victime, elle a généralement un grand sentiment d'impuissance. Elle a l'impression d'être constamment dépassée par les circonstances. Et elle exprime souvent un désespoir visible. Alors ça peut être sur une situation en particulier, ça peut être par rapport à une personne en particulier, ça peut être dans la vie en général. Donc à vous de voir comment ça résonne pour vous. Ce n'est pas obligé que ça soit que vous cochiez toutes les caractéristiques. Dans le cadre professionnel, bien sûr que cette posture a un impact néfaste sur la productivité parce que la victime, je lui mets cette étiquette-là, je fais les guillemets avec mes doigts, mais vous ne le voyez pas, la victime a une nécessité de constamment faire valider son travail par son collègue ou sa hiérarchie, par son boss. Donc ça va être compliqué pour elle ou lui de prendre des initiatives, d'être proactif.
Elle manque foncièrement de confiance en elle. Donc baisse de motivation et d'engagement progressive et qui fait que les résultats ou la productivité ne sera pas au rendez-vous. La victime, si on continue dans sa description, c'est qu'elle est aussi dans l'évitement de ses responsabilités. Elle a une grande tendance à remettre la faute sur le dos de quelqu'un d'autre. On verra plus tard que ça peut être son sauveur, mais ça peut être la faute du gouvernement, des parents, des enfants, des collègues. Une autre caractéristique de la victime, dans le sens du triangle de Karpman, prenons bien dans le contexte quand je dis victime, ce sont des personnes qui vont éviter les responsabilités, qui vont avoir tendance à mettre la faute sur quelqu'un d'autre, sur quelqu'un d'extérieur ou des événements extérieurs à elle qu'elle ne maîtrise pas. Ça peut être sur un collègue, ça peut être sur les délais qui ont été fixés, sur des clients, sur la décision qui a été prise par le comité d'entreprise, que sais-je. En tout cas, ces problèmes sont toujours causés par d'autres. Attention, je rappelle que c'est sa façon de penser, ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon de faire. Généralement, c'est un comportement qui est encore une fois extrême et qui peut se vérifier parfois être vrai, mais qui dans beaucoup de cas, beaucoup de situations, ça va être de l'exagération et une fuite de ses responsabilités. Dans une situation liée au travail, mais en dehors aussi, eh bien, nous avons tous notre part. On a une part de responsabilité dans une relation, une relation conflictuelle avec quelqu'un. Eh bien, nous ne pouvons pas mettre la faute à 100% sur l'autre personne qui est conne, qui ne sait pas faire, qui est incompétente. Nous avons 50% de responsabilité sur la relation. Et ça, pour le rôle de la victime, c'est très compliqué à avoir en tête. Alors, ces phrases favorites vont être « c'est pas de ma faute ». Regarde ce que tu m'as fait faire. À cause de toi, là. Ah, si j'avais su. Ah, c'est affreux, j'en peux plus, j'en ai marre, etc., etc. Non, la personne, elle va être vraiment ciblée sur le problème, sur une déresponsabilisation, sur le manque de solutions. Le rôle de victime a beaucoup de difficultés à trouver des solutions, puisqu'elle pense que c'est aux autres de trouver une solution au problème, puisque le problème ne vient jamais d'elle. Voilà pour le rôle de la victime. Ça vous donne déjà une première base du triangle de Karpman. Passons à présent au sauveur. Le sauveur, c'est une personne qui travaille beaucoup, qui est toujours prête à défendre les opprimés, les causes perdues. C'est la personne qui va avoir tendance à apporter son aide à quelqu'un qui ne lui a pas demandé. Il va donc devancer les besoins des autres, mais parfois, et dans ce cas-là assez souvent, en fait, la demande n'a pas été faite par la personne. Le sauveur, c'est effectivement la personne qui pourrait avoir une cape sur elle et qui veut défendre les opprimés, mais parfois ça peut être utile et parfois ça ne l'est pas, puisque la personne jouant le rôle de victime n'a peut-être pas fait de demande pour être aidée. Donc finalement, le sauveur va un peu scléroser le conflit ou la situation conflictuelle entre la victime et le bourreau, qu'on verra juste après. Il a des bénéfices, le sauveur, à réagir de cette manière-là, parce qu'ainsi, il va fuir ses propres problèmes en s'occupant de ceux des autres. Encore une fois, ça reste complètement inconscient, mais on peut comprendre que effectivement, c'est plus facile de s'occuper des autres pour éviter de s'occuper de ses propres problèmes. Il a un côté infantilisant et malheureusement, il va créer une dépendance pour la victime qui déjà elle-même croit ne pas avoir les ressources pour s'en sortir. Le sauveur, il va finalement un peu confirmer ce point-là
et ne va pas aider la personne à se responsabiliser, mais va se substituer, va faire à la place. C'est un peu comme si vous étiez la personne à qui on demandait toujours au travail de réaliser telle ou telle tâche, sachant que tout le monde dirait non, et on est sûr que vous direz oui, parce que pour vous c'est important la solidarité dans l'équipe, que vous ne pouvez pas ne pas faire, ne pas aider. Pour vous c'est tellement important que vous direz forcément oui. Et donc c'est un risque aussi de surcharge de travail. Alors, ces phrases favorites du sauveur, ce serait ah, si c'était pas pour vous, en gros, je le ferais pas. Hein. Ah, j'essayais seulement de t'aider. Ah, les autres sont des ingrats. Ouais, mais le pauvre, il faut le comprendre, c'est pas si facile, etc., etc. Le sauveur va toujours trouver une excuse pour venir en aide aux autres, alors qu'il pourrait s'occuper de lui aussi pour régler ses propres problèmes. Donc les conséquences de ça, comme je vous disais, c'est de l'épuisement professionnel. Le sauveur va s'effondrer sous le poids des responsabilités excessives puisqu'il va prendre la part des autres au travail et dans l'équipe. Si vous avez une personne qui prend et qui traite les sujets des uns et des autres, c'est le burn-out assuré sur le moyen ou long terme. Ça, c'est important d'en prendre conscience. On ne peut pas juste aider juste parce que c'est bien. C'est être aussi à l'écoute de ses propres besoins et de se rendre compte qu'il y a un réel risque pour le sauveur d'être dans l'excès. Comme je vous disais aussi, il y a cette création de dépendance par rapport à la victime. Les collègues deviennent incapables d'autonomie. J'ai pu l'observer dans une certaine équipe que j'accompagne, où la manager ne se repose pas sur son équipe et va avoir tendance à tout faire, à anticiper les besoins de l'équipe, à boucher les trous quand une personne ne peut pas venir au travail, ne peut pas venir à sa fonction. Eh bien, elle va prendre sa place alors qu'elle a ses propres responsabilités et ses propres sujets à traiter. Et l'équipe n'est plus capable de s'autoréguler, de trouver elle-même ses propres solutions. C'est la manager qui, à chaque fois, va être là pour prendre les décisions. Et malheureusement, quand je rencontre ces managers, cette personne en particulier, mais bien sûr plein d'autres, c'est qu'elles en ont marre, en vrai. C'est qu'elles ont cette surcharge et ce burn-out qui leur pend au nez, et elles le savent très bien, qui fait qu'elles vont aussi être très en colère face à l'équipe qui, selon elles, ne prend pas d'initiative, ne fait pas les choses correctement, n'est pas solidaire. Mais est-ce que, en tant que manager, je lui ai laissé à cette équipe la place à prendre des décisions et à être autonome ? Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais c'est vraiment le questionnement. Si vous êtes manager, posez-vous ces questions-là, tout simplement. Est-ce que, en fait, je leur laisse cette place d'être autonome ? Est-ce que je leur laisse la possibilité de se planter ? Parce que si j'ai peur que l'équipe se plante et qu'il y ait des conséquences sur les clients, sur l'organisation, le fonctionnement, etc., eh bien, je vais constamment être présent, constamment être tendu, même quand je suis en congé. Et le risque, c'est que je me sente indispensable. Et personne ne l'est pourtant, et on sait bien. Dernier point, sur le rôle du sauveur, c'est ce besoin de se sentir indispensable, c'est ce que je viens de vous dire, parce qu'elle a besoin, elle a ce besoin profond de reconnaissance externe. Plus je suis là, plus les autres ont besoin de moi, plus ça me valorise. Et c'est pas mauvais en soi, mais c'est toujours une question d'équilibre. La reconnaissance, elle est en premier interne, avant de venir de l'extérieur. Et passons à présent au rôle du persécuteur. Alors souvent on me dit, ouais, c'est le rôle du méchant, comme dans les films. Et c'est là que je veux encore vous rappeler que ces rôles psychologiques sont inconscients. C'est-à-dire que les personnes jouent à ces rôles-là, vous et moi, de manière inconsciente, parce qu'elles ont été éduquées de cette manière-là, parce qu'il y a eu des exemples dans leur vie qui fait qu'elles ont reproduit
ces rôles qui existent depuis très longtemps, tout simplement. Donc elle répercute et elle réutilise inconsciemment des postures excessives. Donc le persécuteur n'est pas forcément un méchant. Il a différentes facettes, il a un besoin de travailler sur lui, sur elle. Mais rappelez-vous que ça peut être vous et moi. Et on va voir que dans les rôles, on tourne. Alors, pour le persécuteur, il a un contrôle excessif. Ça va être peut-être un collègue ou un manager qui va être dans le micromanagement, qui va être dans la surveillance constante, qui va critiquer plus que guider, qui va plutôt jouer la carte de la méfiance. Ça va être le manager potentiellement qui va, alors je ne dis pas que c'est une généralité, mais qui va être convaincu que le télétravail, c'est pas bon, parce que il n'a pas confiance dans le fait que ses collaborateurs travaillent à la maison. C'est une croyance comme une autre, elle n'est pas à juger, mais ça détermine un peu son mode de pensée. On ne peut pas faire confiance à l'autre, il faut être là, il faut contrôler, il faut surveiller. C'est des personnes potentiellement qui peuvent faire des scènes, qui font un drame d'une petite chose, qui va potentiellement monter sur ses grands chevaux, peut-être hurler, peut-être monter la voix, même dans le cadre du travail. Malheureusement, ça existe encore. Il va aussi culpabiliser. Et souvent, c'est vrai que ce sont les personnes qui ont un peu plus de pouvoir dans l'entreprise ou qui se l'acquièrent. Ça peut être un collègue, vous me direz en commentaire si ça vous parle, ça vous fait penser à quelqu'un en particulier. Peut-être que cette personne, c'est vous. C'est intéressant aussi de se le remettre en question. Mais voilà, il veut évacuer ses frustrations sur quelqu'un de plus faible que lui ou elle. Que dire de plus sur le persécuteur ? Il peut avoir une communication agressive au niveau de son langage verbal, sa tonalité de voix, sur l'aspect non verbal. Il va quand même avoir tendance à intimider. Cette personne qui prend de la place, elle peut aller sur le tableau de l'humiliation comme un outil de management ou des reproches publics. Donc voilà, on peut déterminer si une personne est dans ce rôle-là à travers ses caractéristiques. Encore une fois, elles sont pas conscientes. Les personnes peuvent avoir eu cette habitude d'être comme ça. L'important pour vous, parce qu'on parle de vous, et ça je pense qu'on l'oublie souvent, très régulièrement dans mes accompagnements, on va dire oui mais bon, l'autre il devrait se rendre compte. Non, vous m'écoutez. Moi les autres, je ne sais pas où ils sont et ils ne m'écoutent pas. Donc l'important c'est nous de pouvoir identifier ces différents rôles dans lesquels on peut se situer, pouvoir repérer de quel est le rôle que joue l'autre personne en face de moi pour pouvoir m'en sortir. Mais j'ai pas de morale à faire à qui que ce soit. C'est des jeux inconscients et même s'ils sont conscients, qu'est-ce que je peux faire sur l'autre ? Souvent pas grand-chose. Donc je me ressente sur moi, c'est le concept du coaching. Je prends ma vie en main et je mets en action ce que j'apprends et ce qui peut me permettre d'avoir un environnement de travail, des relations professionnelles plus harmonieuses. C'est tout ce qui importe à mon sens. Pour continuer dans le descriptif du persécuteur, ses paroles favorites va être des critiques du type « les autres c'est des incompétents », on peut compter sur personne. Tiens, je vais lui donner à ton collègue parce que lui, il sait faire. Ça peut être une personne qui rapporte un peu des ragots. Fais attention à un tel. Il dit de toi que, etc. On m'a dit, puisque c'est comme ça, est-ce que tu oses me parler de cette manière-là ? Voilà. Ça peut être des petits échantillons que je vous propose là, il y en a certainement plein d'autres, mais ça peut vous permettre de vous aider à voir si c'est le vocabulaire que vous utilisez, aussi bien en victime, en sauveur ou en persécuteur. Si c'est le cas, si c'est assez récurrent en fait la manière dont vous parlez et qui correspond à ces phrases ou quelque chose de proche, eh bien ça peut vous aider à vous mettre, à clarifier le rôle que vous jouez de manière récurrente. Alors les conséquences au niveau du collectif, elles sont importantes quand on a ce type de management.
autour de soi ou dans son équipe, c'est que l'équipe va perdre forcément de sa cohésion. On va être sur le management par la peur, par la méfiance. Les collègues entre eux vont commencer à se méfier, vont être en compétition, vont essayer d'être bien vus, vont jouer des coudes. Donc la suite logique, c'est une perte de motivation, c'est la boule au ventre du dimanche soir pour aller au travail, c'est une baisse aussi de créativité, d'innovation, de proactivité des collaborateurs. Et bien sûr, on observe dans ce cas-là aussi un turnover des collaborateurs qui est importante. Et ça doit être repéré, ça. Voilà pour le rôle du persécuteur. Ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir identifier quand vous vous trouvez dans le triangle dramatique de Karpman. Les signes révélateurs, c'est quand vous voyez que les réunions sont tendues, qu'il y a des conflits répétitifs, que les communications sont sur la défensive, et c'est plutôt fréquent. Il y a vraiment cette notion de fréquence qui est importante. Se disputer, qu'il y ait une tension, qu'il y ait des désaccords, c'est normal. Nous sommes entre êtres humains. Les relations et la communication ne sont jamais évidentes. Quand vous vous retrouvez dans le triangle de Karpman, c'est que souvent c'est quelque chose qui est fréquent et qui est extrêmement fatigant. On parlait du turnover, c'est un signe révélateur qui a des jeux psychologiques sous-jacents. Deuxième point pour vous, ce qui va être important, c'est d'identifier vos propres tendances comportementales. Notez vos réactions émotionnelles habituelles, écoutez votre discours intérieur ou ce que vous dites à haute voix, observez vos schémas récurrents, retournez voir l'explication des trois rôles pour identifier au mieux là où vous sentez que vous correspondez. L'idée, c'est encore une fois, sans jugement, de pouvoir un peu mieux comprendre comment nous, on fonctionne et quelle est notre tendance, quel est notre rôle principal. Alors, vous avez différents outils qui peuvent être utilisés pour mieux définir. Le mieux, c'est souvent de se faire accompagner pour défaire ça, pour avoir une vision plus claire, de prendre du recul. Tout seul, ce n'est pas toujours évident. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce fameux triangle de Karpman, c'est que la victime, son bénéfice est de chercher à satisfaire l'autre, l'adulte, et à se faire prendre en charge. Le bourreau, de son côté, son bénéfice, c'est qu'il soit autoritaire, qu'il ait le pouvoir sur les autres. Et le sauveur, lui, ça va être d'infantiliser et de sentir qu'il a de l'importance. Si je ne suis pas victime, aucun bourreau ne peut m'atteindre. Ça, je sais que c'est un point qui est compliqué à comprendre, tant on a tendance à mettre la faute sur le bourreau et à plaindre la victime. Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. On peut le voir dans les séries, dans les dessins animés. Il y a toujours le méchant sur lequel on tape, qui n'est dans la vraie vie. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. On peut avoir un côté bourreau dans certaines situations et être un ange et faire des choses hyper bien de l'autre. La victime, elle peut tourner aussi dans son comportement. La victime peut devenir bourreau face à son sauveur, par exemple, ou face à elle-même, se critiquer, dire au sauveur qu'en fait, ce qu'il fait, ça sert à rien, que ses solutions sont nulles. Une victime, bien sûr, elle peut aussi prendre le rôle des autres parts du triangle. Donc, prenez conscience que la constitution d'un triangle commence par le fait qu'il y ait une victime. Sans victime, en fait, il n'y a pas de triangle. Et c'est la bonne chose à faire. Quand il n'y a pas de victime, il n'y a pas de triangle dramatique. Rappelez-vous ce point-là. Si je ne suis pas victime, aucun bourreau ne peut m'atteindre. Deuxième point, quand on quitte un rôle, je ne donne plus de pouvoir à un autre rôle. Je ne mets pas mon pouvoir dans les mains d'un sauveur ou d'un bourreau qui peut me taper dessus. Du bourreau, si je quitte ce rôle-là, je n'ai plus besoin d'avoir une victime sur qui taper. Le sauveur, si j'arrête d'être sauveur, ça va permettre au triangle de se défaire. Il n'y aura plus que la relation victime-bourreau qui va s'estomper aussi avec le temps. Et avec les efforts et les prises de conscience, bien sûr.
C'est un scénario relationnel non responsable et culpabilisant d'être dans ce triangle-là. Hein, c'est le sentiment de culpabilité d'être un bourreau, parce que parfois on ne sait juste pas faire autre chose autrement qu'être bourreau, parce que c'est comme ça qu'on a grandi. C'est aussi hyper culpabilisant d'être un mauvais sauveteur, parce qu'en fait, en tant que sauveur, ou sauveteur, hein, c'est le même terme, c'est désespérant d'essayer d'aider quelqu'un qui n'a finalement pas envie d'être aidé. Hein, le sauveur met tout en place pour faire plaisir à son collègue qui se plaint, qui dit que c'est compliqué, que son boss le harcèle, qu'il y a beaucoup de travail, etc., etc. Le sauveur va mettre beaucoup d'énergie, de temps à régler et à essayer de trouver des solutions à la victime, mais c'est aussi hyper culpabilisant parce que la victime souvent n'est pas dans la gratitude, elle ne se rend pas compte de ce que fait le sauveur pour elle et va le lui dire même, hein. Et le sauveur va se rendre compte que de toute façon, tous ces conseils, ces solutions, la victime ne les met pas en place en fait. Elle les utilise pas, elle les met pas en place. Et ça, c'est hyper fatigant et culpabilisant pour le sauveur aussi, en fait, de se rendre compte que ça ne sert à rien ce qu'il fait. Mais ça, il s'en rend compte souvent un peu tard. Mais c'est aussi hyper culpabilisant de se positionner en tant que victime. En fait, personne n'aime se positionner en tant que victime. C'est souvent plus fort que soi. Et l'objectif, c'est de pouvoir justement prendre conscience qu'on est dans cet état de victime avec certaines personnes, du bureau, dans certaines situations, et qu'on peut trouver une autre façon de se positionner sans rentrer dans un triangle, tout simplement, pour que nos relations restent saines et harmonieuses.